Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où j'ai choisi de développer le sujet du travail juste. Ça laisse présager d'un épisode bien intéressant. On se retrouve pour ça juste après l'intro. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Pour préparer cet épisode, j'ai été farfouiller un petit peu dans l'échelle de progression qui est proposée par la fédération, par la FFE. C'est l'échelle de progression, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil, c'est un livret en fait, où sont définis tous les termes techniques équestres et qu'on nous transmet souvent à nous, les enseignants d'équitation, quand on se forme. Donc l'échelle de progression, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant qu'il y ait une notion de travail juste dans l'échelle de progression sur laquelle je puisse me baser pour construire mon épisode. Et en fait, il n'y a pas à proprement parler de définition d'un travail juste. Par contre, à plein de moments, on parle de justesse avec ce mot juste dans l'échelle de progression. On parle d'avoir une cadence juste, un rythme juste, un contact juste avec le cheval, et en fait une impulsion juste. Mais en fait, tout ça, c'est quand même assez subjectif et c'est difficile de se rendre compte c'est quoi en vrai la justesse du travail avec le cheval. Pour moi, en fait, c'est difficile, oui et non, parce que c'est surtout difficile avec les bases qu'on nous donne dans les galops. Parce que dans les galops, on va rarement aussi loin en fait dans la définition. Et au-delà d'aller dans la définition, il y a peu de centres équestres qui nous permettent d'aller mettre tout ça dans la pratique. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment vous avez passé vos galops, mais moi, il y avait une partie théorique et une partie pratique. Et c'est comme si les deux parties n'avaient pas tellement d'incidence l'une sur l'autre. On m'a notamment appris, j'en parle beaucoup dans mes programmes, les notions d'aplomb par exemple. Un aplomb panard, cagneux, etc. Je les ai appris, j'ai appris à les reconnaître, mais en fait, j'en ai jamais rien fait jusqu'à me former en biomécanique. Donc, je les ai pas utilisés au quotidien, parce que mon cheval, il est cagneux, basta. Jusqu'à ce que je me forme en biomécanique et que je me dise, ok, mon cheval il est cagneux, mais du coup, quelle incidence ça a sur les articulations du dessous ? Son pied, il pose comme ça, mais est-ce que c'est une histoire de pied ou est-ce que c'est une histoire d'articulation du dessus ? Est-ce que c'est une histoire de fonctionnement ou est-ce que c'est une histoire seulement de conformation dans son pied ? Dans son boulet ou quoi ou qu'est-ce ? À partir de quel moment, de quelle articulation ça vrille ? En fait, la question que je me pose beaucoup maintenant, c'est celle-là. Et ça m'aide à comprendre le fonctionnement, la locomotion de mon cheval, d'avoir ces repères-là. Et ce que je digresse déjà dans ce début d'épisode, mais en fait, tout ça pour dire que on nous parle d'une cadence juste, d'un contact juste, mais en vrai, tant qu'on n'a pas expérimenté, tant qu'on n'a pas touché plein de chevaux, tant qu'on n'a pas monté plein de chevaux, tant qu'on n'a pas monté notre cheval dans plein de situations, tant qu'on n'a pas expérimenté le contact dur, le contact lâché, le contact rigide, on ne peut pas avoir expérimenté le contact juste, parce que tout ça, c'est une histoire de ressenti. Et dans l'équitation, on a parfois tendance à faire ce raccourci quand on parle entre enseignants. J'entends beaucoup ces notions que j'utilise assez peu en fait, mais j'entends beaucoup ce cavalier, il a du ressenti ou ce cavalier n'en a pas. Et on fait souvent des généralités. Et en fait, moi j'ai été souvent, je pense, plutôt dans la catégorie des cavaliers qui n'avaient pas de ressenti. Et en fait, c'était très très faux cette histoire. C'est juste que moi j'avais besoin de comprendre comment le cheval fonctionne
pour me rassurer et pour me permettre de fonctionner avec fluidité. Et aujourd'hui, je serais peut-être beaucoup plus dans la catégorie des chevaux des cavaliers, pardon, qui ont des ressentis, alors qu'en réalité, mon niveau technique, en termes de technique équestre, technique à cheval, a peut-être pas tant évolué que ça. Mais je sais comment le cheval fonctionne, je sais là où j'ai envie d'aller, je sais quelle attitude est OK, quelle attitude n'est pas OK d'un point de vue fonctionnel, mais surtout, moi qui suis une ancienne cavalière qui a peur à cheval, d'un point de vue comportemental. Et en fait, c'est hyper intéressant de se rendre compte que une fois que j'ai réglé entre guillemets ce problème de peur à cheval, là aujourd'hui, je sais monter à cheval avec ma peur, je sais ce qu'elle entraîne et je sais surtout quel code j'ai besoin de développer sur les chevaux, quelle précision et quelle profondeur dans la connexion j'ai besoin de développer avec les chevaux pour pouvoir me sentir en sécurité à cheval dessus, etc., etc. Et tout ça fait que je pense que je suis beaucoup plus juste dans mon équitation. Et ça vient pas vraiment de moi ces dernières années, j'ai pas eu 10 chevaux au travail par jour par exemple, comme ça peut être le cas de certains cavaliers qui développent presque sur le tas et parce qu'ils sont obligés cette histoire de ressenti, parce que quand on monte à cheval sur 5 à 10 chevaux par jour, ce qui est le cas de plein de professionnels, de cavaliers pros je veux dire, en fait on développe un ressenti mais on n'apprend pas forcément ce qu'il y a derrière. Moi j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai mon cheval avec qui j'interagis tous les jours depuis longtemps, depuis presque 15 ans, entre 10 et 15 ans, puis 12 ans je pense même exactement. Et par contre, j'ai vraiment j'ai mobilisé mon cerveau pour comprendre comment il fonctionnait et comprendre comment je pouvais mettre les choses en place avec lui. Et du coup, j'ai fait le taf j'ai appris la biomécanique, j'ai appris j'ai envie de dire la logique de la mécanique équestre. Et derrière, j'ai cherché à appliquer avec mon cheval. Ce qui n'est pas le cas en vrai de la grande majorité des cavaliers, parce qu'on a un vrai manque en termes de connaissance de fonctionnement du cheval. Il y en a certains qui ont lu des livres de grands maîtres, ça leur a donné des notions. Mais souvent, ce que je remarque, c'est que sur le terrain, en vrai, j'ai beaucoup de cavaliers qui viennent me voir, de cavaliers pros qui montent beaucoup de chevaux et qui me disent « Morgane, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce que je fais. » Parce que je sais globalement qu'un cheval, à peu près comme si, je vais faire ce genre d'exercice-là, mais à peu près comme si, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychique, mental, émotionnel. Mais en vrai, c'est plus une histoire d'expérience. Et dans la justification, c'est plus parce que j'ai fait ça avec d'autres chevaux que j'ai mis dans ces cases-là et que ça a marché, que je vais le réitérer. Donc c'est vraiment par l'expérience. Mais en vrai, quels sont les mécanismes et les fonctionnements qui me permettent d'en déduire ça, je les ai pas. Il me manque ce côté compréhension, ce côté mise en pratique de connaissances en fait. Donc j'ai des compétences, mais je manque de connaissances. C'est vraiment ce truc-là on met à peu près n'importe quel cheval entre les mains, je vais réussir à m'en sortir. J'ai les compétences pour. Par contre, les connaissances, le chemin de connaissances que je fais pour arriver à cette solution-là, ça, je l'ai pas parce qu'il me manque de la pertinence dans mes connaissances biomécaniques et de mécanique équestre. Donc en fait, si je reviens à mon sujet initial de c'est quoi une équitation juste et quelles sont les clés que je peux vous donner pour développer cette équitation juste. Pour moi, il y a autant d'équitation, presque, que de couple cavalier-chevaux. Parce que moi, en vrai, on fait souvent le chemin. Là, moi, du coup, je vis dans un lieu avec ma sœur, avec nos chevaux. Et on a globalement eu les mêmes bases d'équitation. On a appris dans les mêmes centres équestres.
à quelques années d'intervalle, donc pas exactement avec les mêmes personnes, pas exactement avec les mêmes chevaux, mais globalement, on a quand même une structure de notre équitation qui est commune. Et pour autant, quand elle monte sur mon cheval ou quand je monte sur sa jument, on ne développe pas les mêmes équitations. On n'a pas la même équitation parce qu'on y met chacune notre sensibilité, on y met chacune nos ressentis, on y met chacune ce qui nous fait kiffer aussi. Parce que moi, du coup, je le dis souvent, mais je suis plutôt une cavalière qui a peur et qui se crispe quand elle a la sensation de perdre le contrôle du cheval. Ma sœur, elle a beaucoup moins ça. Donc, elle a beaucoup plus de facilité dans la fluidité, à garder cette fluidité. Et donc, en fait, quand on monte nos chevaux, en vrai, on les monte pas vraiment pareil. Donc, moi, j'ai développé aussi beaucoup de connaissances de par mon métier, de par le fait qu'aujourd'hui, je forme en biomécanique. Donc, à la base, je me suis moi-même formée en biomécanique, évidemment. Et moi, j'ai le schéma mental de me dire, bah ok, en fonction de ce que je vois du cheval, ce que je vais faire, c'est à peu près ça. Et je vais le faire parce que je vois que cette partie du corps fonctionne de cette manière. Je vois que globalement, il fonctionne de cette manière. Je vois que émotionnellement, parce que vous savez, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, que la partie émotionnelle est complètement liée avec la partie physique chez moi. Il n'y a pas de « aujourd'hui on travaille le corps » ou « aujourd'hui on travaille la tête ». Chez moi, ça n'existe pas. Mais il y a comment on travaille tout ça ensemble. Et évidemment, si on imaginait le clone d'un cheval, un clone physique, avec un cheval plutôt émotif d'un côté ou un cheval plutôt très calme, très ancré de l'autre, et pourtant, physiquement, si on les clone, on imagine que c'est à peu près les mêmes, ou complètement les mêmes, ou deux jumeaux, par exemple, de vrais jumeaux, et on va pas travailler de la même manière le cheval émotif que le cheval très ancré. Et ça veut pas dire qu'il est pas émotif d'ailleurs, mais le cheval émotif explosif que le cheval qui a tendance à se renfermer par exemple. Donc ils auraient beau dans l'imaginaire avoir le même corps identique, et en vrai ils vont pas être travaillés de la même manière. Donc l'équitation juste pour l'un ne sera pas l'équitation juste pour l'autre. Et donc, tout ça pour dire que pour moi, l'équitation juste, elle dépend vraiment avoir une équitation juste, ça dépend de l'animal avec lequel on interagit. Ça dépend du moment avec lequel on interagit, dans lequel on interagit. Ça dépend de la personne qui interagit avec cet animal. Et tout ça fait que la manière dont nous, on bouge notre corps quand on est à cheval sur notre cheval, la manière dont on se sent émotionnellement dans notre corps, quand on est à côté aussi, ne va pas avoir la même influence sur notre cheval. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et du coup, l'équitation juste ne sera pas la même en fonction des chevaux. Donc, on ne peut pas dire que c'est là où je vais mettre un peu les pieds dans le plat par rapport aux différentes méthodes. Parce que nous, humains, on a besoin de ce côté un peu méthodique où on nous dit, tu prends un cheval, n'importe lequel, et tu vas faire l'exercice 1, puis après tu vas faire l'exercice 2, puis après tu vas faire l'exercice 3. Pour moi, fonctionner comme ça ne permet pas d'avoir une équitation juste. Peu importe le type d'équitation qu'on développe, peu importe la discipline qu'on développe, que ce soit de l'équitation éthologique, dite éthologique, que ce soit de l'équitation dite de légèreté, que ce soit de l'équitation plutôt dressage traditionnel, que ce soit du complet, que ce soit... peu importe le type d'équitation, la discipline, que ce soit du travail à pied, que ce soit du travail à cheval, si on prend nos chevaux et qu'on fait toujours exercice 1, exercice 2 et exercice 3, et que ces exercices-là sont toujours les mêmes pour 100% des chevaux, pour moi, il y a un... Et on les fait de la même manière pour tous les chevaux, pour moi, il y a un manquement. Pour moi, il y a un truc qui fait que notre équitation, elle ne peut pas être juste, parce que une équitation ne peut pas être réplicable 100% sur 100% des chevaux, puisque chaque cheval a ses individualités physiques, psychiques, émotionnelles. Chaque humain a ses individualités physiques, psychiques, émotionnelles, qui font que tout ne peut pas se faire exactement de la même manière, en vrai. Donc, et c'est là toute la difficulté de nos métiers. Nous, enseignants, c'est d'être assez clair pour quand même que les gens ils puissent avoir un plan de route facile à suivre, et
d'être assez flexible pour leur proposer un plan de route comme qui répond à leurs besoins individuels du cheval et du cavalier et du couple. Donc il y a vraiment ces 3 dimensions, cheval, cavalier et couple, qui sont aussi importantes à prendre en compte quand on cherche une équitation juste. Mais il y a vraiment, pour que notre équitation soit juste, pour moi, un vrai job d'individualisation de notre équitation à faire. Et ça, c'est permis par les connaissances et les compétences qu'on développe. Donc, les connaissances du cheval, c'est quoi un cheval ? En vrai, tous les chevaux, il y a des grandes catégories. En gros, un cheval, ça a 4 pattes, ça a 2 oreilles, ça a 2 yeux. Son squelette est construit comme ça. Les chevaux dits, moi j'aime bien parler du cheval parfait, on sait que le cheval parfait n'existe pas, ou alors on peut aussi dire que tous nos chevaux sont parfaits, mais d'un point de vue mécanique et biomécanique, j'aime bien parler en disant, voilà, le cheval parfait, il agit et il fonctionne de cette manière-là. C'est hyper important de comprendre comment fonctionne un cheval parfait pour comprendre quelles sont les individualités de nos chevaux. Et c'est hyper important de comprendre comment un cheval parfait donc fonctionne, comment notre cheval, idéalement, il pourrait fonctionner, de voir comment lui, il fonctionne aujourd'hui, et il y a un petit côté Sherlock Holmes, où sont les restrictions qui font que ou les hyperlaxités, je ne sais pas si c'est français comme mot, mais bref, où sont soit les max de mobilité, soit les restrictions physiques chez notre cheval, qui fait que, en fait, il fonctionne un peu à côté du modèle parfait, entre guillemets, du cheval. Et une fois qu'on a compris ces restrictions, on peut aller chercher d'où ça vient, d'un point de vue structurel, en allant faire des imageries accompagnées par des vétérinaires, par exemple, pour voir si on n'a pas de l'arthrose, des éparvins, des problématiques osseuses dans une articulation ou des problématiques ligamentaires et tendineuses autour d'une articulation qui font que le cheval, son épaule, elle fonctionne de toute façon comme ça et ça, on ne le changera pas. Mais le tout, c'est comment, maintenant que je sais ça, moi, je le travaille pour que je puisse l'accompagner là-dedans. S'il a besoin de compenser un truc, comment on l'aide ? Je discutais avec d'autres professionnels spécialisés dans la réhabilitation des chevaux, là, qui disaient, si ton cheval il a besoin de compenser, comment tu peux l'aider à compenser ? Comment tu peux préparer son corps physiquement à compenser son poids ? Si on ne peut pas enlever la compensation, ce qui est le cas chez plein de chevaux, chez plein d'humains aussi, mais comment on fait pour aider son corps à supporter cette compensation ? Donc ça, c'est hyper intéressant. Et pour moi, c'est hyper important de prendre en compte ça si on veut développer une équitation juste. Je vais le replacer ici, mais pour moi, vraiment, c'est le côté physique et le côté psychique et relationnel sont trois piliers qu'on ne peut pas séparer les uns des autres. Parce que, évidemment, que le corps de notre cheval ne va pas fonctionner de manière même presque respectueuse pour lui-même, parfois j'allais dire optimale, mais presque respectueuse pour lui-même si, par exemple, il est tout le temps en train d'appréhender le moment où tu vas péter un câble. Je vais prendre cet exemple-là, où il se sent pas assez en sécurité dans ces moments-là, avec quelqu'un qui peut être très explosif et qui peut exploser à plein de moments sans forcément de raison que le cheval puisse identifier, par exemple. Quelqu'un qui se fait complètement emporter dans la colère ou dans la peur et qui explose régulièrement sans vraiment de raison apparente et que le cheval se met à appréhender, physiquement, clairement, quand on marche à côté de quelqu'un et on ne sait pas à quel moment on va en prendre une, on va se mettre à marcher un peu de travers, quoi. On va le garder dans le coin de l'œil tout le temps d'appréhension. Et donc, quand on développe ça et qu'on a un cheval qui a développé cette appréhension-là, travailler juste, c'est difficile. Donc il va falloir qu'on aille démêler ce truc-là, ce truc d'appréhension et de décontraction finalement. Donc on va aller travailler la décontraction du cheval pour lui permettre de marcher droit plutôt que de marcher de travers parce qu'il nous a toujours dans le coin de l'œil parce que il appréhende le moment où on va on va craquer, où il va prendre une baigne qu'il n'a pas vu arriver. Donc
ça, c'est le côté relationnel. On a besoin d'assainir la relation qu'on a avec lui. On a besoin, ou à l'inverse, on a besoin de devenir quelqu'un sur lequel il peut compter. Si on dit jamais rien et que le cheval, dans toutes les situations de stress, eh ben, faut qu'il se débrouille tout seul parce que de toute façon, on peut pas gérer parce qu'on a déjà du mal à se gérer nous-mêmes, derrière, il va falloir qu'il check son environnement en permanence parce que parce que se connecter à nous, ça veut dire se déconnecter de l'environnement il peut pas le faire en sécurité si jamais il a pas la croyance en tout cas ou il a pas développé l'expérience que dans les situations de stress, on est capable de gérer quoi. Donc, il y a toutes ces notions-là à prendre en compte aussi dans une équitation juste, une équitation crispée, contractée. Et c'est pour ça, je parle beaucoup des enraînements en ce moment avec beaucoup de professionnels, beaucoup de particuliers. C'est un peu un des sujets phares. J'en ai parlé d'ailleurs la semaine dernière sur l'enraînement des cavaliers, pour le coup, je l'ai pris sous cet axe-là. Mais l'enraînement des chevaux, en fait, c'est aussi forcer son cheval à se mettre dans une position qui est ni naturel, ni qui va nous proposer de lui-même. Donc, en vrai, est-ce que c'est vraiment juste en termes d'équitation ? Est-ce que ça nous permet de développer une équitation juste que de faire ça ? Moi, je crois pas. Parce que dans juste, moi, j'entends qui aide, qui porte mon cheval, qui améliore mon cheval, ou au moins qui le détériore pas, franchement. Parce que si tant est qu'on n'améliore pas, parce qu'on peut avoir ce débat-là aussi, est-ce que vraiment l'équitation, ça améliore les chevaux ? Moi, je crois que oui, en fonction de comment on le fait, évidemment. Mais si on n'a pas, ça demande d'améliorer les chevaux, ça demande un vrai niveau de connaissance et de compétences techniques. Mais notre job en tant que cavalier, pour tous, en tant que propriétaire de chevaux, pour moi, c'est de développer une équitation plus juste, qui permettent d'améliorer ou au moins de ne pas détériorer nos chevaux. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Ne pas agir, monter à cheval et choisir de ne pas agir sur le corps de notre cheval, dire moi je sais pas bosser le physique donc je bosse pas le physique, en vrai c'est déjà détériorer nos chevaux. Voilà, donc c'est hyper, hyper, hyper important pour nous et je trouve que c'est vraiment notre responsabilité de propriétaire de chevaux que d'avoir un impact positif sur le corps, sur l'esprit de notre cheval aussi. Et sur sa relation à la relation. Il y a vraiment ce truc-là, sa relation au relationnel avec l'humain. Donc voilà, pour moi, l'équitation juste, tout ça pour dire que c'est difficile de donner une définition claire pour développer une équitation juste. Tu as besoin de tel matériel, tu as besoin de faire tel exercice en premier, tel exercice en deuxième, etc. etc. Parce qu'en fait, tout ça, ça dépend des chevaux. Tout ça, il y a des grandes catégories, hein. Mais ça va dépendre des chevaux, ça va dépendre des gens, ça va dépendre du couple cheval-humain qu'on a en face. Et la façon de proposer les exercices, la façon d'apprendre des nouveaux exercices va peut-être différer un petit peu si c'est Paul ou si c'est Jacques et si c'est Caramel ou Pépito comme cheval. Du coup, il y a vraiment ce truc pour moi, l'équitation juste, c'est avant tout une équitation qui est adaptable, qui est expérimentée et expérimentable. Et c'est une équitation qui accepte de progresser et donc de se tromper. C'est une équitation qui est basée sur des connaissances solides, biomécaniques, qu'aujourd'hui, en fait, on développe pas. Quand on apprend à monter à cheval, on va dans un centre équestre. Je grossis les traits, hein. Il y a peut-être des centres équestres qui proposent des choses différentes. Et il y a des centres équestres qui proposent des choses différentes aujourd'hui. Mais globalement, si je grossis le trait dans la majorité des cas, on dit à un centre équestre, je vais apprendre à monter à cheval. À la première heure, à la max 5e minute, on est déjà à cheval. Mais on ne nous a pas expliqué comment ça fonctionnait un cheval déjà quand on était à pied. On nous a pas expliqué comment ça vivait un cheval et ce dont il avait besoin déjà lui-même tout seul avant qu'on monte dessus et tout ça. Donc parfois on vient mettre la brique de la connaissance après. On apprend presque la technique d'abord. Moi ça a été un peu mon cas en vrai.
On m'a appris la technique équestre dans un premier temps, et puis un jour, je me suis dit, mais attends, toute cette technique-là, en vrai, je veux la mettre au service de quoi, déjà ? Et pourquoi, en vrai ? Pourquoi je mets ma jambe comme ça quand je veux que mon cheval il s'incurve ? Pourquoi je veux que mon cheval s'incurve ? Si mon cheval s'incurve pas, en vrai, bah, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave ? Est-ce que je peux me dire, bah vas-y, je lui fous la paix parce qu'en vrai, qu'il s'incurve, on s'en fout ? Ou bah, au contraire, bah, que mon cheval il s'incurve, c'est hyper important parce que ça va lui apporter quelque chose à lui dans sa musculature et dans son corps qui fait que bah, s'il a du mal à s'incurver à gauche par exemple, et ben, qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour l'aider, pour l'accompagner, plutôt que pour lui demander un mouvement bêtement et un mouvement où il a mal en me le donnant, qu'au lieu de s'incurver, il va se plier en deux là et il va dire aïe, aïe, aïe à chaque foulée. Donc il y a vraiment ce truc de bah, c'est quoi les connaissances, qu'est-ce que je demande à mon cheval et ça a quoi comme conséquence sur son corps, euh, en positif ou en négatif. Et surtout, au-delà de qu'est-ce que je lui demande, c'est comment je lui demande. C'est que sur un cheval, par exemple, moi j'ai un cheval qui est très dissymétrique, eh bien, je vais pas lui demander les choses de la même manière avec la même exigence à droite et à gauche. Je vais pas mettre mon exigence au même endroit, à main droite et à main gauche. Et parce qu'il a plus de facilité à faire un truc à main droite, là où il a plus de facilité à faire l'inverse à main gauche. J'ai un cheval qui a plus de facilité à s'équilibrer à main gauche, par exemple, et un cheval qui a plus de facilité à se plier à main droite. Si je caricature un peu, on n'est pas très loin de ça. Donc, voilà. Tout ça pour dire que l'équitation juste, c'est il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas et ça dépend de qui vous êtes, de qui est votre cheval dans son corps, dans sa tête, et de ce que vous avez envie de développer ensemble. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode. J'espère que ça nourrit encore votre... Vous me dites souvent, hein, j'ai beaucoup de retours sur les réseaux sociaux, et j'adore d'ailleurs avoir vos retours sur les réseaux sociaux, j'adore parce que ton podcast, il me permet de me poser des questions que je ne me posais pas encore, et il me permet vraiment de réfléchir sur quelle équitation j'ai envie de développer. Et j'espère que cet épisode, il va rentrer là-dedans. Il va vous permettre de vous poser plus de questions sur comment vous faites, pourquoi vous faites, et du coup d'aller chercher les connaissances que vous pouvez trouver par exemple dans mon programme Feel and Fit, mais aussi sûrement à d'autres endroits. Donc vraiment le plus important, que ce soit et le message que j'ai envie de transmettre avec mes épisodes de podcast notamment, mais aussi dans tous les partages que je fais sur les réseaux sociaux avec mes élèves, c'est que j'espère que je vous donne envie de comprendre comment le cheval fonctionne, que ce soit avec moi ou que ça soit avec quelqu'un d'autre. Et surtout, si c'est avec quelqu'un d'autre, de vous poser aussi la question de comment le cheval fonctionne. Oui, mais est-ce que la personne avec qui j'ai choisi de travailler développe les valeurs qui sont importantes pour moi ? Parce que moi, je connais plein de gens qui travaillent en biomécanique avec lesquels je n'ai pas envie de travailler. Parce que les valeurs mises... On met la biomécanique, qui est un outil, hein, on la met au service des valeurs qui ne sont pas les miennes et qui ne sont pas OK pour moi. Donc, je travaille non seulement avec des gens qui peuvent m'apporter des choses en termes de connaissances, mais aussi avec des humains qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, surtout, que vous rentriez dans le programme Feel and Fit, qui est le programme dédié à ça chez moi, ou que vous cherchiez à vous former avec d'autres formes et d'autres professionnels, posez-vous ces questions-là. Est-ce que la personne derrière le micro, si je parle de moi là tout de suite, ou au milieu de la carrière, développe des valeurs que j'ai envie de développer ? Que ce soit dans son enseignement, mais aussi quand il travaille ses chevaux. Je trouve qu'on en apprend beaucoup sur les gens quand on les voit travailler leurs chevaux. Voilà, bref, tout ça pour dire que posez-vous des questions, formez-vous, allez chercher la connaissance, allez développer vos compétences, acceptez d'essayer, acceptez de vous tromper, mais surtout restez en accord avec vos valeurs et ce que vous avez envie de développer avec votre cheval en priorité.
Voilà pour ce message et cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous pouvez venir m'en parler sur les réseaux sociaux. J'adore vraiment avoir des conversations avec vous et avoir vos retours sur ce que vous entendez. Vous pouvez aussi aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide énormément à mettre le podcast dans les oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux qui justement partagent nos valeurs. Et surtout, si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!